L'accompagnement de la décentralisation au Cameroun, le gouvernement aux côtés des collectivités territoriales décentralisées. Contrat plan État-commune, un autre outil de promotion. C'est un contrat qui est signé entre l'État et une commune ou alors un groupe de communes, c'est-à-dire 2-3 communes peuvent se regrouper pour pouvoir contractualiser avec l'État pour la mise en œuvre d'un certain nombre de projets. Réunis à Ebolova, autour du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, les communes du centre, de l'Est et du Sud, en atelier interrégional, scrutent le contrat plan État-commune. Il y a aussi une autre forme de contrat. Parce qu'il y a le contrat, vous savez que maintenant il y a les exécutifs régionaux. Le succès de l'expérience pilote avec la commune de Lardo dans le Nord est fermant pour ces communes forestières. On veut poser les bases susceptibles d'identifier des projets à valeur ajoutée dans un contexte où les sommes dévolues aux centimes additionnels communaux se raréfient. Il est question de vulgariser cet instrument pour que les autres municipalités puissent prendre connaissance et puissent également adhérer et contractualiser avec l'État. Il est donc question de mettre en œuvre des projets qui peuvent permettre à la commune d'avoir des ressources propres pour développer des projets à caractère social. Parce que le taux de croissance est au-dessus du taux d'inflation. À l'aide de l'opérationnalisation de la stratégie nationale de développement 2020-2030, vision à l'horizon 2035, le contrat plan se veut un instrument innovant proposé aux 360 communes par l'État au fin d'étoffer le paysage institutionnel de la décentralisation. Le septentrion, avec son climat sec et une faible pluviométrie, ne favorise plus la production du céréal en quantité. Pour ce fait, le chef de l'État a jugé important et urgent de venir en aide à ses producteurs en intrants agricoles, des pulvérisateurs, des semences améliorées, entre autres. Dites notre gratitude à son Excellence le Président de la République, son Excellence Paul Biya, pour avoir doté Sanguéré d'un pôle agro-industriel. C'est un pôle important qui permet non seulement de faire la semence et le produit de contre-saison sur un périmètre irrigué, c'est un pôle qui permet de calibrer les semences de maïs pour permettre aux paysans de disposer d'une semence de bonne qualité. Un don du chef de l'État aux jeunes filles et garçons encadrés par le projet d'appui à l'installation des jeunes agriculteurs de Sanguéré-Ngal pour la relance des productions du céréal et du développement de l'agriculture maraîchère autour de la ville de Garoua. Très content vraiment du centre de formation des jeunes agriculteurs que l'État nous a offert, surtout avec les semences améliorées qui seront adaptées à notre région. Je crois bien qu'avec nos jeunes, on a recruté aux environs de 25 vont vraiment booster le travail parce que c'est qu'on attendait. Le Minader en a profité pour faire une visite à la ferme sémencière de Sanguéré-Ngal et autres. Quand on sait que les populations du septentrion ont comme aliment de base le céréal, avec ces dons du chef de l'État, d'ici peu, les greniers seront pleins et le spectre de la famine sera dissipé. Salle d'audience de la Cour d'appel du Sud, des chefs de juridiction du ressort Tutui face à la restitution des récents travaux de la chancellerie. On peut citer l'arbitraire de certaines juges, les manœuvres du parquet, le poids des interventions des chefs de juridiction, les pressions financières, tribales, religieuses et les éditions des policiers dans les examens judiciaires. Cette année, des principes qui guident le fonctionnement de la justice, le garde-sceau a bien voulu les rappeler au chef de cour. De l'indépendance du magistrat du siège à la subordination hiérarchique, principe cardinal pour le magistrat du parquet, puis le secret de l'administration des procédures judiciaires et la subordination dans l'administration pénitentiaire. Dans la mise en pratique de cette indépendance, certains magistrats du siège passent plutôt à l'arbitraire au lieu d'appliquer la loi, de rendre justice conformément à la loi. Ce n'est pas parce qu'on est indépendant qu'on peut prendre n'importe quelle décision sous prétexte qu'on est indépendant. C'est ça que le garde-sceau a voulu
rappelés au magistrat du siège cette année. Les 3 premiers thèmes ont réuni pour le compte de la Cour d'appel des Séans des magistrats chefs de juridiction autour du président de la Cour d'appel du Sud, du procureur général pour la dite Cour et du président du tribunal administratif. Il a fallu donc qu'on rappelle aujourd'hui que si le magistrat est certes considéré comme un dieu, il est également soumis à des règles et à une hiérarchie. Des échanges riches d'enseignements et de rappels. La situation de subordination hiérarchique établit un ordonnancement entre les personnes en rendant les unes dépendant des autres à un plan ou à l'autre. Ega omnes, il est recommandé le strict respect des directives du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux. C'est l'image d'une route impraticable, la route de la honte. Les bourbiers de ce tronçon routier Ntui-Yoko imposent aux usagers des arrêts obligatoires. Ces arrêts peuvent prendre des heures, voire des jours. Et sur le terrain, chacun va de son inspiration et de sa stratégie pour tenir bon face à l'épreuve. Sacrée bataille de titans pour rallier le centre-ville de Yoko, qui pourtant donne des signes d'une ville en voie de développement. Cette ville boit d'ailleurs du noir depuis quelque temps. L'électricité se fait rare ici à cause de cette route impraticable. Des lueurs d'espoir ont vu le jour en 2014 avec l'attribution du marché de réhabilitation de ce tronçon à une entreprise portugaise. Et depuis 2014, les populations attendent. L'entreprise portugaise ne s'est plus jamais signalée, même pas pour expliquer les raisons de son silence. Entre-temps, l'état de la route impose son diktat et abîme les véhicules. On creuse, on met des cales pour se frayer un chemin. Quelle image! Les populations, embarrassées, ont refusé de s'exprimer à notre micro. Leurs souhaits visent le même objectif, celui de circuler sur une route, à l'image du riche potentiel culturel et historique que connaît la ville de Yoko. Souhait qui pourrait devenir réalité. Le contrat d'attribution du marché vient d'être résilié avec l'entreprise portugaise et l'expertise chinoise est appelée en sapeur-pompier pour mener les travaux. Les informations recueillies sur le terrain indiquent que les dits travaux seront entamés en 2022. Mais en attendant l'entame des travaux, le calvaire continue et les voyages pour Yoko restent un sacré chemin de croix pour les usagers. Trouver des moyens pour améliorer les conditions de vie des populations de la région de l'Ouest. C'est l'une des raisons de la présence du ministre de la Décentralisation et du Développement local, ici à Dimom et à la commune de Fumban. À travers l'inauguration de certains ouvrages communaux financés par le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale, les réalisations disséminées à travers la République, effectuées par nos collectivités territoriales décentralisées, à la faveur de notre processus de décentralisation et qui, de toute évidence, sont de nature à convaincre même le plus sceptique que la décentralisation voulue et prescrite par le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, n'est ni un vain mot, ni un vœu pieux, encore moins un slogan politique. Elle est effective, elle est réelle, elle est concrète. Il était surtout question de trouver des moyens de rendre effective la décentralisation. Un vœu que souhaitent vivement les populations. La dotation générale de la décentralisation allouée à la commune de Jimon nous a permis, au cours de ces 3 dernières années, de mettre en œuvre plusieurs projets dans le domaine social de base et de construction d'équipements en salle de classe et de points d'eau. D'autres réalisations y participent. L'un des fruits de cette décentralisation, c'est cette adduction d'eau inaugurée ici par Georges Elanga Obama, qui s'est également rendu chez le sultan Nabil Mbombondjoya.
Ce 4 décembre, la mobilisation est grande à Soley. Hommes, femmes, groupes de danse traditionnels, élèves sont installés sur la place du village pour accueillir le sous-préfet. L'attente se fait longue, pas l'ombre de l'autorité administrative. C'est plus tard que les villageois et leurs chefs apprennent que le sous-préfet s'est déjoué d'eux pour se rendre plutôt au village Ndjanga pour y installer un chef. Ma déception est que j'ai reçu la note du sous-préfet qui devait faire une tournée de prise de contact à Soley le 4 décembre 2021 à 13h ici dans cette chefferie. Grande est ma surprise qu'avant midi, monsieur le sous-préfet passe ici devant ma cour avec son cortège pour aller dans un village fantôme qu'on appelle Ndjanga. Une fois informés, les habitants se ruent vers Ndjanga avec des messages de protestation. Ils dénoncent la tentative irrégulière d'installation d'un chef et une cabane nuitamment érigée en guise de siège de chefferie. Moi, je sais que depuis que je suis ici, quand les sous-préfets viennent, la prise de contact, c'est à Soley. Mais je suis étonné que cette fois-ci, à 2 mètres du village Soley, il y a un autre village qu'on appelle Ndjanga, jusqu'à ce qu'on aille faire une prise de contact. Et nous, toute la population réunie, nous sommes abandonnés à nous-mêmes et le sous-préfet passe, il s'en va. Moi, je suis un anglophone. Mais le chef de Soley m'a encadré depuis 30 ans dans ce village. Et nous encadrer plus et laisser le terrain pour qu'on cultive la nourriture. Mais aujourd'hui, je ne peux pas quitter de Bamenda, arriver ici dans 30 ans, et dans le domaine qui a le chefferie, qu'on dit Ndjanga, je n'ai jamais vu un chefferie là-bas. Le chef du village Soley met en garde tous ceux qui, pour des raisons inavouées, tenteraient d'induire le sous-préfet de Yabassi. La